Bonjour tout le monde. Merci Laurent pour l'introduction et pour l'invitation. Comme Laurent l'a bien mentionné, donc je m'appelle également Laurent et je suis coordinateur à l'Institut de coopération syndicale de la FGTB fédérale. Et donc moi, l'objectif ici, c'est de vous dresser un peu le cadre global de l'action internationale, mais plus ciblé coopération de la FGTB fédérale. Donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails au niveau du Maroc, mais plutôt vraiment vous dresser l'aperçu global. Et puis mes deux camarades là rentreront vraiment plus dans le concret et dans ce qu'on a fait et ce qu'on continue de faire spécifiquement, ce qu'on fait spécifiquement au Maroc. Alors, moi, ça me paraissait intéressant, comme Laurent a déjà lancé pas mal de buzzwords. On parle de solidarité syndicale, internationale, force progressiste. Ça paraît quand même toujours important et intéressant de bien se réapproprier un peu les mots, de voir de quoi on parle, d'où on se situe, pour savoir, évidemment, ça donne déjà une indication de qu'est-ce qu'on vise à faire et pourquoi, évidemment, on s'engage au niveau de cette solidarité syndicale internationale. Donc, je vais revenir brièvement. C'est pas le but de faire ici un cours d'université, mais juste, ça me paraissait important de revenir sur chacun des trois mots qu'on n'arrête pas d'utiliser, mais dont la perception ou l'importance, justement, plus que symbolique, est pour nous vraiment important parce que, de nouveau, ça fixe vraiment le cadre de nos valeurs et de nos actions et pourquoi on fait ce genre d'action, quoi. Donc, je vous ai mis vraiment brièvement quelques mots-clés pour déjà bien faire la distinction avec l'autre grand pan de nos systèmes de valeurs, en tout cas en Belgique et aussi en Europe, et qui a en tout cas construit l'identité de tout le mouvement social en Belgique. Donc, on va dire plutôt une vision plutôt catholique chrétienne d'un côté, et une vision plutôt socialiste de l'autre, qui est la nôtre, et qui façonne de nouveau tous nos schémas de pensée. Et donc, pour nous, c'est important, quand on parle de solidarité, de bien inciter sur évidemment le contexte dans lequel il a été créé, ou en tout cas plus utilisé, qui était le contexte de l'industrialisation, mais surtout que à partir de ce contexte-là, ce qui a vraiment défini ce concept et qui continue de nous définir, c'est ce caractère d'interdépendance. Vraiment de sentir que les travailleurs, qu'ils soient ouvriers, qu'ils soient employés, peu importe, évidemment, je mets directement dans un contexte international, qu'il soit ici en Belgique ou ailleurs. On a à travers ce critère de solidarité, cette notion vraiment d'interdépendance. On se sent lié à un autre travailleur parce qu'on partage les mêmes conditions de travail, parce qu'on partage les mêmes enjeux, parce qu'on partage les mêmes ambitions ou les mêmes objectifs en termes de conditions de vie et conditions de travail. Là où, dans un schéma plutôt chrétien, on a plutôt une référence de demande de reconnaissance ou de référence à un être supérieur qui nous lie pas nécessairement les uns aux autres, mais qui nous lie plutôt à cet être supérieur. Et donc, dans ce schéma d'interdépendance, il y a vraiment cette notion d'urgence, de nécessité de créer des liens avec les autres. Hein. On se sent vraiment obligé de s'organiser de manière collective. Là où dans d'autres schémas de pensée, on est plus dans des schémas plutôt d'entraide par rapport à un système plutôt de récompense. Hein. Si on se comporte bien ici, on pourra aller au paradis. Et il y a moins, c'est plus de l'ordre du sentiment que vraiment ce caractère d'urgence et d'obligation sociale et concrète que les travailleurs peuvent vivre au quotidien. Il y a aussi cette notion qui est intéressante, je trouve, dans la solidarité, où on reconnaît qu'il y a une sorte d'héritage social, une sorte de dette qui est passée, ou qui passe plutôt d'un monde du travail à travers ces différentes évolutions de nos sociétés. Il n'y a pas cette notion plutôt d'échange, de nouveau, de récompense entre des plaisirs ici terrestres ou au paradis, mais vraiment plus cette notion de système qui fait que de nouveau aussi d'interdépendance où il y a cet héritage qu'on hérite de la société dans laquelle on est. On l'a hérité de nos parents, on l'hérite des travailleurs qui sont passés avant nous, et nous-mêmes, du coup, on a une responsabilité par rapport à l'état de la société qu'on va laisser à nos enfants. Évidemment, de là, évidemment, découle directement cette notion de volonté de changer les causes et pas seulement les effets, changer les causes de manière structurelle par rapport à ce système de la société dans lequel on vit et par rapport à ce système social dans lequel on est. Et on n'essaie pas juste de traiter la pauvreté comme un effet
qui serait induit, mais on essaie vraiment de s'attaquer aux causes profondes des inégalités, de la pauvreté, de la précarité, et avoir ce système qui fait qu'on est dans une action collective et de changement systémique, et pas juste dans un acte individuel où moi, j'ai la capacité de donner X ou Y à quelqu'un que je rencontre dans la rue, où je fais un acte individuel. Là, on est vraiment plus dans une dimension vraiment qui est collective, permanente, systémique et égalitaire. Dans solidarité syndicale, je pense pas non plus que ça vaut peut-être pas la peine de s'attarder vraiment longtemps dessus, évidemment. Je pense que tout le monde ici est bien au courant des missions du mouvement syndical, hein, qui consiste notamment à construire justement ces liens de solidarité entre les travailleurs, indépendamment de leur âge, indépendamment de leur statut, et indépendamment évidemment du lieu où ils vivent, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou en Flandre, ou que ce soit au Maroc, au Bénin, en Colombie ou ailleurs. Cette mission est vraiment de nouveau de construire cette force collective pour défendre les intérêts de la classe travailleuse. Ces changements qui sont opérés par le mouvement syndical, ils passent évidemment par un prérequis qui est vraiment la base de notre démocratie sociale, hein, qui est vraiment la reconnaissance par les employeurs, par un gouvernement, par l'État, qui est la reconnaissance, la légitimité des organisations syndicales de pouvoir négocier des améliorations, des nouveaux droits, la préservation des droits déjà acquis dans le passé. Et c'est cette mission-là qui forge l'une des différences avec d'autres organisations de la société civile qui sont aussi actives sous la solidarité internationale, mais du coup pas syndicales, et donc notamment le monde des ONG, donc la différence principale, c'est celle-là où nous, justement, on passe notamment via le dialogue social pour essayer d'améliorer les conditions de travail, et on remet vraiment les employeurs, les gouvernements, les États comme premiers responsables, hein, par rapport à toute une série de chaînes de décisions et pour l'amélioration des conditions de travail. Hein. Si on prend par exemple le droit à la protection sociale, hein, on dit bien que c'est une responsabilité première de l'État de garantir ce droit-là à l'ensemble des citoyens, là où d'autres organisations de la société civile vont plutôt mettre l'accent sur d'autres chaînes de responsabilité qui ne sont pas incompatibles aux nôtres, hein, qui peuvent être tout à fait complémentaires, mais qui ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, à l'international, on peut évidemment se poser la question, oui, on a quand même, on le vit encore évidemment aujourd'hui, mais on aurait pu avoir cette discussion il y a 2 ans, on aurait dit exactement la même chose, il y a 10 ans, exactement la même chose, et on aura encore cette discussion dans 10 ans. Je pense que malheureusement, on aura la même chose. Hein. On a assez de problèmes ici, à Bruxelles, en Wallonie, en Belgique de manière générale. Pourquoi aller créer des liens de solidarité au-delà de la Belgique, alors qu'ici, déjà, on peine à avoir un mouvement syndical qui tient ferme sur ses bases et qui arrive à affilier encore chaque fois plus de travailleurs, être encore plus représentatif et conquérir de nouveaux droits et surtout préserver les nombreux droits acquis. Donc pourquoi aller voir ailleurs? Mais ça me semblait important, évidemment, pour aborder cette question internationale, pas vous assommer avec trop de chiffres, mais juste en rappeler quand même quelques-uns sur ce qu'on peut appeler un peu les déficits, hein, de ce que nous on appelle le travail décent. Je vais venir dans un instant. Et donc, il est bon de rappeler quand même que la moitié de la force de travail au niveau mondial n'a pas de contrat de travail. Donc, on estime plus ou moins à un peu moins de 4 milliards de travailleurs, enfin en tout cas de forces de travail, hein, et la moitié de ces personnes en situation de travail, de travailleurs, n'ont pas de contrat de travail et donc sont exposés à tous ces mécanismes de précarité et d'absence de droits et de protection au travail. On estime aussi également à 170 millions de travailleurs migrants. Alors, dans la migration, c'est toujours aussi un sujet qu'on trouve intéressant, pas seulement dans la coopération syndicale, mais aussi dans la formation syndicale. C'est un sujet qui est vraiment très intéressant. Ici, je le mentionne, pas comme étant un problème, hein, loin de là, on reconnaît le droit à la migration, mais c'est pour reconnaître que ces travailleurs migrants
justement bénéficient de beaucoup moins de protection, beaucoup moins de droits que les travailleurs dits nationaux. Et c'est en ça où ça en fait un public beaucoup plus vulnérable que les travailleurs nationaux ou conventionnels entre guillemets, quoi. Dans l'absence de droit aussi, il y a un chiffre assez interpellant au niveau international, c'est que 3 travailleurs sur 4 n'ont aucune protection sociale. Donc tout le filet de sécurité sociale que nous on peut avoir en Belgique, avec tous les défauts, les perfectibilités qu'il peut y avoir dans le système, mais au moins on bénéficie d'un système, et on voit que justement il y a de nombreuses attaques par rapport à ce système qu'on essaye de défendre et de renforcer, mais dans le reste du monde, on reste des privilégiés entre guillemets. Dans les chiffres qui font toujours un peu sursauter, il y a aussi le travail des enfants qui concerne encore plus de 160 millions de jeunes à travers le monde, et également le travail forcé, donc pas le travail forcé nécessairement infantile, bien qu'il soit surreprésenté, mais on compte plus ou moins 28 millions encore de travailleurs dits forcés à travers le monde. Et puis surtout, toutes les 15 secondes, un travailleur, quelque part dans le monde, décède ou tombe malade à cause de ses conditions de travail, ou à cause du travail qu'il mène, quoi. Et donc, face à ces constats-là, face aussi justement à l'historique, on va dire, de la FGTB, hein, c'est pour ça que je suis revenu quand même sur des notions importantes telles que la solidarité. La FGTB, depuis sa naissance, depuis sa création, elle est internationaliste par essence. Hein, le mouvement syndical s'est construit d'abord sur une base internationale quasi en même temps que l'organisation des travailleurs au sein des bassins industriels en Belgique ou en France ou en Angleterre. Et donc pour ces raisons-là, il est important pour la FGTB justement de créer, de renforcer ou de recréer ces liens de solidarité avec l'ensemble des travailleurs avec lesquels on partage quand même beaucoup de ces défis, même si les contextes dans lesquels on évolue sont largement différents, mais les attaques par rapport à nos conditions de travail, par rapport aux conditions de vie ou les difficultés que les travailleurs rencontrent dans leur lieu de travail sont largement partagées à travers la planète. Et puis il ne faut pas oublier une chose, c'est que lorsqu'on parle justement de l'international, ça fait sens aussi. J'ai commencé par rappeler aussi un chiffre sur la migration, et donc il y a aussi beaucoup de mobilité de travailleurs de nos jours, et donc cette solidarité syndicale internationale, c'est aussi une possibilité pour les travailleurs qui ont quitté leur pays d'origine, de maintenir des liens de solidarité avec leur famille, au-delà de gestes individuels qui sont tout à fait importants et pertinents, comme l'envoi d'argent pour les frais scolaires, les frais de santé et autres, qu'on envoie au reste de la famille qui est restée au pays. Mais l'action syndicale est un autre biais d'un engagement militant qui permet aussi à ces travailleurs et travailleuses de s'inscrire dans un mouvement collectif de solidarité par rapport aux membres de la famille ou aux travailleurs qui sont restés dans le pays d'origine. Et surtout, l'international pour nous fait sens parce qu'il ne vous aura pas échappé qu'on vit dans un monde mondialisé, hein, où les chaînes de décision, les chaînes d'approvisionnement se sont largement internationalisées. Et donc, on n'est plus face à un travailleur qui peut rencontrer le patron directement en face, mais on est plus dans une dynamique de chaîne de production où on doit justement reconstruire ces liens de solidarité qu'on avait pu construire à l'origine du mouvement syndical, où il est entre guillemets plus facile d'organiser à 1 millier, une centaine de milliers de travailleurs qui étaient dans un même bassin de vie. Ici, les travailleurs sont éclatés au niveau international sur toute une chaîne de travail qui est internationalisée et avec des centres de décision qui sont complètement éclatés. Et donc, il est important de construire ce réseau de contre-pouvoir syndical à l'image du monde économique tel qu'il est organisé à l'heure actuelle. Un autre phénomène qui ne vous aura pas échappé non plus, évidemment, c'est la criminalisation de la contestation sociale, hein, et de contestation syndicale en particulier. Et donc là aussi, c'est un vecteur pour nous de solidarité avec d'autres travailleurs qui, de nouveau, font face à des mêmes attaques par rapport à leur droit de s'associer collectivement, de négocier collectivement. Ces collectifs, ces syndicats sont systématiquement criminalisés
et donc pas seulement dans des pays comme en RDC ou d'autres pays qui pourraient avoir des images ou des stéréotypes très autoritaires et répressifs. Chez nous aussi, la diminution de l'espace civique, cette criminalisation de la FGTB en particulier, mais du mouvement syndical de manière générale. Mais c'est la même chose pour la défense des droits humains de manière très globale, ou les défenseurs pour l'environnement. Tous ces mouvements de contestation sociale et environnementale sont largement attaqués par les pouvoirs en place. Et en ça aussi, il est important de pouvoir construire des réseaux de solidarité entre différents types d'organisations, ici en Belgique avec la société civile belge, mais aussi à l'international avec d'autres mouvements sociaux et syndicaux en ce qui concerne notre travail, pour aussi, comme je l'ai déjà dit, lutter efficacement contre ces mécanismes d'inégalité, de précarité et de discrimination politique, sociale, culturelle qui sont massifs à l'échelon international. Donc nous, on part vraiment du point de vue, on part de l'hypothèse que le mouvement syndical est un acteur majeur pour la prévention, la gestion et la résolution de conflits, que ce soit justement à l'échelle d'une entreprise, d'un lieu de travail, d'un secteur, d'un pays ou d'une chaîne de production internationale. Il est intéressant d'organiser les travailleurs pour justement essayer d'obtenir plus de justice sociale et donc du coup un monde plus stable et qui vivrait plus en paix. Donc c'est un peu l'idéal évidemment de notre travail international. Alors comment on s'y prend au sein de la FGTB pour faire face à ces nombreux défis et à cette ambition de solidarité syndicale internationale. Mais sans rentrer de nouveau trop dans les détails, il y a deux vecteurs principaux. Le premier, c'est un peu cette logique d'affiliation de réseau international. Vous savez que l'organisation syndicale, en tout cas au niveau de la FGTB, à chaque niveau de pouvoir, il faut un contre-pouvoir. À chaque niveau de décision, il faut qu'il y ait une contre-proposition, un contre-pouvoir syndical qui y fait face. Et donc on s'organise aussi un peu en termes de lasagne ou de poupée russe, à partir de l'entreprise, au niveau sectoriel, au niveau d'une région, au niveau d'un pays, au niveau du continent et aussi au niveau international. Il y a à chaque fois un maillage international qui existe. Et donc, pour le niveau européen, c'est la Confédération européenne des syndicats, par exemple, à laquelle la FGTB est affiliée. Je ne vais pas vous faire l'injure de reprendre ici les différentes centrales de la FGTB, les interrégionales et la manière dont la FGTB est organisée, mais si c'est pas clair pour tout le monde, je peux essayer d'éclairer. Mais donc voilà, c'est cette logique vraiment de poupée russe. Et donc au niveau international, nous sommes affiliés à la Confédération syndicale internationale, qui est un mouvement syndical quasi unifié au niveau international depuis 2007. Avant, il y avait 3 internationales, maintenant il n'y en a plus que 2, et la deuxième étant vraiment extrêmement petite et minoritaire. Donc la Confédération syndicale internationale représente plus ou moins 168 millions de travailleurs dans 153 pays et compte un peu plus de 300 organisations syndicales affiliées à travers le monde. Et donc la CSI, donc c'est bien au niveau interprofessionnel, c'est la FGTB qui est affiliée à la CSI. Pour les centrales professionnelles, au niveau international, il y a ce qu'on appelle les GUF, les fédérations sectorielles internationales, les FSI en bon français, qui sont donc les fédérations, comme son nom l'indique, les fédérations sectorielles au niveau international, donc qui représentent tous les secteurs d'activité à travers le monde. Et donc, évidemment, cette participation à ces réseaux internationaux, ça permet justement d'échanger avec un grand nombre d'organisations syndicales à travers le monde ou à travers l'Europe selon l'échelon depuis où on parle, pour mieux se rendre compte déjà des réalités, des défis du monde du travail à travers le monde. Parfois, ça nous donne déjà une indication de ce qui nous attend demain. Ça nous donne énormément d'échanges, d'expertise, d'informations par rapport à la manière dont d'autres organisations syndicales avec d'autres cultures syndicales résolvent leurs propres problèmes ou leurs propres défis. Mais c'est aussi un lieu
privilégié évidemment où l'on discute. Déjà, on fait face à une série d'organisations qui sont organisées au niveau international, comme le système onusien par exemple, des systèmes comme la Banque mondiale ou les FMI, que je pense la plupart d'entre vous avez déjà entendu parler. C'est bien aussi d'avoir une réponse organisée au niveau international qui représente le monde du travail. Et donc tout ce travail d'analyse, d'expertise, de contre-proposition par rapport au monde économique, financier, qui lui est déjà très organisé au niveau international, mais ça fait partie des missions de cette confédération syndicale internationale qui a l'avantage de ses faiblesses, évidemment. Quand on représente comme ça 153 pays, je ne vais pas dire que c'est le minimum dénominateur commun, mais c'est vrai que parfois, on doit beaucoup lutter pour essayer d'avoir des propositions, des contre-propositions qui soient ambitieuses et qui reflètent vraiment la force progressiste qu'est la FGTB. Mais en même temps, c'est ça qui fait la force de ce genre de réseau, de pouvoir parler d'une seule voix au nom de centaines de millions de travailleurs à travers le monde. L'autre intérêt au niveau international de cette confédération syndicale internationale, c'est qu'elle permet aussi au monde du travail de s'organiser par rapport à l'OIT, qui est l'Organisation internationale du travail, qui pour nous, dans cette logique d'affiliation ou d'action internationale, est vraiment très importante. L'OIT, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une agence du système onusien, mais c'est vraiment l'agence la plus spécifique, on va dire, de ce système-là, parce que ce système est tripartite. Donc on retrouve à l'OIT les représentants des employeurs, les représentants des travailleurs et les gouvernements. Et c'est au sein de cette organisation internationale du travail que sont édictées l'ensemble des normes internationales du travail. Donc au niveau international, on a une sorte de parlement des travailleurs qui nous permet d'édicter vraiment le minimum en termes de normes du travail. C'est au sein de cette enceinte qu'ont été notamment édictées les normes fondamentales du travail, ce qu'on appelle les fondamentales, parce qu'on se dit que vraiment c'est le cœur de notre métier, notamment sur la liberté d'association, de négociation collective, la fin du travail infantile, la fin du travail forcé, et toute une série de normes comme ça dites fondamentales. Mais des normes, il y en a 192, je pense, à l'heure actuelle, donc qui dressent vraiment tous les sujets de discrimination, de salaire, et tout ce qu'on peut englober dans les droits au travail à travers le monde. Et ça c'est vraiment un levier très intéressant, y compris en Belgique, pour continuer de faire avancer et de continuer à protéger les droits des travailleurs, notamment par rapport à cette criminalisation de la contestation sociale et le gros sujet qui est le droit de grève, notamment. Ce sont des sujets qui sont discutés aussi dans ces enceintes internationales où on espère que cette fenêtre d'Overton, dont on entend beaucoup parler sur d'autres sujets, ne grandisse pas trop et que ce droit à la grève soit vraiment préservé, acquis dans tous les pays du monde. Donc pour nous, ce sont les deux, au niveau international, deux réseaux, deux stratégies qui sont vraiment importantes pour justement améliorer cette solidarité syndicale internationale et s'assurer que les droits deviennent la norme et ne soient plus des privilèges dans la main de quelques-uns. L'autre logique, c'est un peu plus le cœur de la séance d'aujourd'hui, donc c'est plus ce qui concerne la logique partenariale, la logique de coopération. Donc au-delà de ces discussions, de ces enceintes, de ces réseaux syndicaux où on peut échanger avec toute une série de partenaires, on repère certaines organisations syndicales qui sont particulièrement proches des nôtres, ou dans lesquelles la FGTB estime qu'elle peut apporter une plus-value, mais aussi retirer une plus-value dans une relation un peu plus concrète, un peu plus structurelle avec cette organisation. Et donc ça passe par des accords de partenariat et de la coopération syndicale internationale. Et donc l'IFSI, pas l'ISTI,
Donc si on veut dire toutes les lettres, c'est l'Institut de formation syndicale internationale, mais c'est vrai qu'on préfère se présenter comme l'Institut de coopération syndicale internationale de la FGTB fédérale. Donc on a un double statut, si vous voulez, on est un département de la FGTB fédérale, on fait partie du service international et Europe de la FGTB fédérale, mais en même temps, on a un statut juridique un peu à part, étant donné qu'on gère des fonds publics. Je vais venir dans un instant aussi. On a un statut d'ASBL, comme le CEPAG a un statut d'ASBL également. Et donc, on a un peu ce double statut au sein de la FGTB. Et donc, cette SBL a été créée en 1992 pour justement essayer de mieux structurer cette solidarité syndicale internationale. Donc, la FGTB n'a pas attendu 1992 pour être actif au niveau de la solidarité syndicale internationale, mais à partir de la création de la SBL, l'idée c'était un peu mieux de professionnaliser, entre guillemets, de structurer ces différentes interventions, qui a connu un gros coup d'accélérateur à partir de l'AIP de 2001-2002, AIP dans lequel les organisations syndicales ont été collectivement, donc la CSC, la CGCLB aussi, les acteurs syndicaux ont été reconnus comme acteurs de développement. Et donc à ce titre-là, sont reconnus par le gouvernement belge au même titre que les ONG, que les universités, que les hautes écoles, que l'Institut tropical d'Anvers et encore d'autres organisations belges. Nous avons été donc reconnus comme acteurs de développement, justement par rapport à tout l'historique et par rapport aux valeurs que j'ai rappelées en début. Et donc, à partir de l'AIP de 2001-2002, évidemment, ça nous a donné accès à des fonds publics qui structurent jusqu'à présent une grosse partie de nos actions de coopération internationale. Ces enjeux de coopération, évidemment, ils font lien avec ce que je disais précédemment. Donc, c'est pas juste de la coopération pour la coopération. C'est évidemment pas du tourisme syndical. Je vais revenir aussi dans un instant sur certains stéréotypes. Mais c'est un travail justement qui permet de nourrir tout ce travail international qui est fait par la FGTB dans son ensemble, que ce soit dans l'enceinte de la CES, de la CSI, de l'OIT ou dans d'autres missions internationales. Le fait d'avoir comme ça des contacts privilégiés, structurels, avec toute une série d'acteurs dans différents pays, ça nous donne une grande quantité d'informations, d'expertise, d'expérience, qui permet justement à la FGTB d'être un acteur international qui parle en connaissance de cause et pas juste parler de manière théorique. Et en ça, du coup, la FGTB est reconnu comme un acteur international par les autres organisations syndicales et on est largement écouté, notamment grâce à ça, dans ces différentes enceintes internationales. Ça nourrit aussi le travail des délégués qui siègent dans des comités d'entreprise au niveau européen, voire internationaux, parce que là aussi, de nouveau, les réseautages des travailleurs est quelque chose de très important. Ça nourrit aussi tout ce qui est campagne qui sont menées par la FGTB. De temps en temps, on essaie quand même de donner un angle international à certaines de ces campagnes pour pouvoir faire écho de manière plus large à l'ensemble des problématiques. Et donc, voilà, de manière globale, une de nos missions, c'est vraiment de construire la politique internationale de la FGTB. Alors, la spécificité, si vous voulez, de cette coopération syndicale telle qu'elle est menée par la FGTB, c'est qu'on l'a fait avec l'ensemble des structures de la FGTB. J'ai pas mis ici les logos des interrégionales, mes excuses, mais les elles sont compris dans FGTB, ABVV, Interpro. Mais donc autant l'AVLIR que l'IRB, que l'IUE et que donc l'ensemble des centrales de la FGTB sont partie prenante de cette coopération syndicale internationale. Et en fait, n'importe quel projet qui est mis en œuvre par la FGTB contient toujours à minima un triangle d'acteurs. Donc il y a toujours un acteur de la FGTB, que ce soit Interpro ou une centrale professionnelle, avec l'IFSI et puis un partenaire évidemment dans le pays concerné dans lequel on intervient. Et il arrive évidemment qu'il y ait quand même un certain nombre de projets qui soient uniquement sectoriels. Okay. Mais même dans ce cas-là,
nous, en tant qu'IFSI, on a toujours des contacts avec la Confédération à laquelle appartient cette centrale, pour nous assurer aussi qu'il y ait toujours un accord ou qu'on soit toujours bien aligné entre la vision politique au niveau de la Confédération et au niveau de la centrale professionnelle. Je pense que tout le monde ici peut bien sentir qu'il y a parfois des divergences d'opinion entre une centrale et l'interpro. Et donc nous, notre intérêt, c'est pas d'accentuer ces divergences en mettant les pieds dans un contexte que parfois on maîtrise évidemment moins bien que le nôtre. Même si on essaye d'éviter ça, fatalement, on ne maîtrisera jamais de la même manière un contexte international que notre propre contexte national. Donc on essaye d'éviter évidemment d'accentuer les frictions, les fragmentations qui peuvent exister dans n'importe quelle structure syndicale représentative. Et donc on a toujours des contacts avec l'interpro pour nous assurer de nouveau qu'on tire dans la bonne direction et qu'on reste bien aligné avec leurs résolutions de congrès, leur vision politique et leurs objectifs, leurs priorités, ainsi de ça. Et donc ça fait écho évidemment à notre système de valeurs qu'on essaie de mettre en place dans les relations partenariales, pas arriver avec nos gros sabots de néocoloniaux ou autres, pavés de très bonnes intentions. Et donc on essaie toujours d'avoir des relations vraiment d'égal à égal entre les différents partenaires syndicaux et de mettre au point donc des projets qui sont vraiment décidés pas à partir de leurs priorités et de leurs besoins et pas dictés par un agenda politique belgo-belge. Une autre de nos spécificités, c'est sur le renforcement des capacités. L'ensemble des projets tourne autour de la formation. Vous allez le voir dans un instant dans les exemples concrets du Maroc. Tous nos projets ont un accent formation central. Et ce n'est pas nous nécessairement qui donnons les formations, hein, même de moins en moins, voire c'est très occasionnel. On travaille avec des organisations syndicales qui sont déjà établies, qui ont déjà des capacités, donc on met vraiment de l'huile dans les rouages de l'organisation partenaire. Et ce renforcement des capacités, on essaie vraiment qu'il soit à différents niveaux, hein, autant au niveau individuel, s'assurer que les négociateurs aient des bonnes compétences en termes de négociation pour défendre correctement l'intérêt collectif des travailleurs, hein, donc vraiment des capacités plutôt au niveau individuel, aussi au niveau organisationnel ou structurel, comment s'assurer que l'organisation délivre les services adéquats aux membres et soit le plus représentatif, inclusif par rapport dans la société dans laquelle il évolue ou le secteur dans lequel il est. Mais c'est aussi un renforcement de capacité au niveau institutionnel. Hein, comme je le disais, c'est la base de la démocratie sociale. Il faut que nos partenaires soient considérés comme incontournables dans les mécanismes de dialogue social et donc être sûr que nos partenaires soient bien à la table des négociations pour pouvoir changer et avoir un impact sur les conditions de travail des travailleurs, quoi. Et donc on essaye, face à cette internationalisation, on essaye aussi qu'un maximum de nos projets répondent justement à ces logiques de chaîne d'approvisionnement. Donc on a certains projets que je vais présenter dans un instant, qui répondent justement, qui s'intéressent à comment construire ce mouvement syndical qui dépasse un peu nos frontières des centrales, hein, nos frontières syndicales, et comment s'assurer qu'il y ait une solidarité sur toute une chaîne d'approvisionnement, où nous, en général, on arrive plutôt en bout de chaîne, hein, en Belgique et en Europe de manière générale. Et l'ensemble de nos actions se recouvre, si vous voulez, dans l'agenda du travail décent. L'agenda du travail décent, donc, est un agenda politique, hein, qui a été dicté par l'OIT à la fin des années 90, et en gros qui repose sur 4 piliers: la création d'emplois, la protection des droits, la protection sociale, hein, comment étendre la protection sociale à un plus grand nombre, et évidemment le dialogue social, qui pour nous est autant un objectif qu'une stratégie pour atteindre l'ensemble de cet agenda de transformation qu'est l'agenda du travail décent. Donc l'ensemble de nos actions s'enracinent dans cet agenda politique qui est le travail décent. Alors, comment on finance tout ça? Comme je l'ai dit, donc depuis 2001-2002, on est reconnu comme acteur de développement, et donc à ce titre, on bénéficie de fonds publics qui passent
en ce qui concerne la coopération internationale qui passe par la DGD, qui est maintenant fait partie intégrante du ministère des Affaires étrangères. Hein. Jusqu'à avant l'Arizona, on avait un ministère de la coopération, un ministre de la coopération. Donc maintenant, les deux ministères Affaires étrangères et coopération ont été fusionnés, mais il y a toujours une administration qui est plus spécifiquement dédiée à la coopération et au développement. Donc eux, c'est la DGD, c'est la Direction Générale du Développement. On pourrait questionner aussi cette notion de développement, si ça vous intéresse plus tard. Et donc, avec la DGD, on fonctionne par programme, et programmes quinquennaux pour l'instant. Donc là, nous sommes à la fin d'un cycle 2022-2026 et nous sommes occupés à préparer le prochain programme 2027-2031. Et donc, c'est un programme pour lequel on reçoit 80% de fonds publics et pour lequel on doit mettre du coup 20% de fonds propres. Et les fonds propres viennent des centrales et donc viennent directement ou indirectement des affiliés. Même chose d'ailleurs pour les 80% hein, qui font partie d'un des mécanismes de redistribution de la richesse au niveau de la Belgique. Et donc la Belgique dédie un budget pour cette coopération internationale dont une partie va aux acteurs de la société civile dont la FGTB fait partie. Peut-être pour casser un peu la monotonie de ma parole, je ne sais pas si ça va fonctionner. ¿De nuevo vuelves a trabajar con los europeos? ¿De qué nos sirve trabajar con los europeos? Ellos solo quieren sentirse mejor. ¿Te parece que vivimos mejor con su programa de ayuda? Entonces, cuéntale cómo vivimos acá. Si nosotros no les explicamos por qué luchamos y lo que sufrimos, ¿cómo lo van a entender? Estos belgas son diferentes. No nos ayudan por misericordia, sino por solidaridad sindical. Como nos matamos trabajando y seguimos igual de pobres. Y si ellos no se dan cuenta, terminarán como nosotros. Para eso voy. ¿Acaso se imaginan cómo es vivir ganando $2 por día? Ya, pero ¿de qué te sirve realmente esa solidaridad sindical? Mira, aunque no lo veas, es la mejor manera de luchar por un trabajo decente. El objetivo de nuestros patrones y mercados es solo aumentar sus beneficios. Y no les importa para nada nuestras condiciones de trabajo. Oh, Sophie, qu'est-ce que tu deviens? Tu pars aussi en vacances? Ah non, je pars pour le boulot. Ah, et tu bosses où maintenant? À l'IFSI, l'Institut de coopération syndicale internationale. Et vous faites quoi? On travaille avec des syndicats du monde entier à... Ah oui, et c'est vous qui organisez les manifestations à l'étranger, vous allez planter vos piquets de grève dans le tiers-monde? Pas exactement, non. Nous menons des échanges avec des organisations syndicales du monde entier. Ah, et quoi, vous leur donnez des gueulophones et des banderoles? Vous leur donnez des cours de syndicalisme pour se battre contre les méchants patrons? Il ne s'agit pas de donner des cours ni de dire comment faire. Ce ne sont pas des enfants ni des idiots. Je te parle des gens comme toi et moi. On bosse ensemble parce qu'on a des intérêts communs. Bon, ok, j'oublie les banderoles et les piquets. Et vous faites comment? On organise surtout des rencontres, des échanges entre nos délégués pour se renforcer mutuellement. Le but, c'est d'obtenir des meilleures conditions de travail et de vie, au sud comme au nord. Désolé, là, je vois pas. Eh ben, prends ta belle chemise, là. Ouais. Elle serait pas moins jolie si elle était fabriquée dans des conditions décentes par un ouvrier de plus de 18 ans payé correctement? Sans doute, mais... Et même chose pour l'ensemble de la chaîne. Celui qui a cultivé le coton ou les autres produits utilisés, tous pourraient avoir accès à un salaire décent, de bonnes conditions de travail et la sécurité sociale. Bref, une vie meilleure. Ok, mais... Et c'est vrai aussi pour ton chocolat. Mais tout ça serait sans doute plus cher dans ton monde idéal. C'est là qu'on a des intérêts communs. Ce qui coûte cher dans ta chemise et ton chocolat, ce sont tous les intermédiaires qui prennent leur part sur le prix de vente de la chemise. Ils choisissent leur profit plutôt qu'un travail décent pour chaque travailleur tout au long de la chaîne. Ah oui, les méchants patrons, je vois. Oui, tu vois bien. Et il y a des gens qui ont avantage à ce que ceux qui fabriquent des chemises soient plus pauvres que ceux qui les portent. Ok, il y a des méchants, il y a des exploités, mais ça change quoi pour moi?
Toi, tu y gagnes une belle chemise et aussi... Oui. Et la paix dans le monde, peut-être? En tout cas, ça peut y contribuer. Ce sont les inégalités, la précarité, la misère qui nourrissent le racisme, les conflits et les guerres. Plus de justice sociale, c'est plus d'égalité et de solidarité et donc de paix dans le monde. Et c'est à ça qu'on travaille. Madame, monsieur, vos billets, s'il vous plaît. Voilà. Donc, comment on met tout ça en œuvre, comme on essaie de l'avoir démontré dans cette petite vidéo. Hop, je vais refaire ça. Voilà. Donc pour l'instant, donc là, dans notre programme, comme je disais, c'est pas l'unique axe d'intervention de notre département, mais ce qu'on appelle le programme DGD, hein, donc ce programme quinquennal, c'est quand même la colonne vertébrale de la plupart de nos actions, même si on essaie de plus en plus de diversifier aussi nos moyens par rapport à cette austérité qui touche aussi le secteur de la coopération. Hein. Donc, pour ouvrir une mini parenthèse, donc là, le gouvernement Arizona a projeté d'opérer une coupe de 25% sur l'ensemble des acteurs de la solidarité internationale, mais on ne sait pas encore de quelle manière ces 25% vont être répertoriés ou répercutés plutôt sur chacune des organisations. Donc, il est possible qu'il y ait des organisations qui perdent 10% de leurs moyens, d'autres qui perdent 50%, d'autres 70%, d'autres qui vont disparaître. C'est toute l'incertitude réjouissante de notre contexte actuel. Et donc, je ferme la parenthèse. Donc ça, c'est l'ensemble des pays dans lesquels nous sommes présents à l'heure actuelle avec un projet de coopération. Si je commence par les codes couleurs, je ne sais pas si tout le monde voit bien les codes couleurs, mais en fait, dans les pays qui sont en rouge, donc ici l'Amérique centrale avec le Panama, le Honduras et le Guatemala, l'Afrique de l'Ouest francophone en ce qui concerne l'Afrique, ce sont des projets dits continentaux. Donc on travaille là avec les régionales de la CSI, hein, donc la CSI, Confédération syndicale internationale, qui est aussi organisée au niveau des continents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et donc au niveau des Amériques, c'est la CSA, Confédération syndicale des Amériques, donc qui comprend évidemment les deux grands voisins du Nord. En Afrique, c'est la CSI Afrique. Et donc dans ces deux projets dits continentaux, on travaille directement avec la régionale de ces continents de la CSI. Mais on a aussi, au niveau plus bilatéral, on a un projet aussi en Colombie, évidemment au Maroc, qui fait aussi partie de l'approche régionale. Je vais passer en revue de manière plus détaillée l'ensemble des actions sans rentrer dans le détail du Maroc. Et donc on est aussi présent en RDC, au Kenya et en Indonésie en ce qui concerne l'Asie. Le petit point jaune que vous voyez et qu'on ne voit pas trop sur l'Afrique, donc c'est le siège en fait de ces organisations continentales que sont la CSA et la CSI Afrique. Dans notre jargon, on dit que dans notre programme, on a 6 autres com. En fait, c'est la manière dont est structuré le programme, sans rentrer dans la technicité. Mais je le mentionnais juste pour vous informer aussi que ce travail de coopération syndicale se fait en synergie avec d'autres acteurs de la société civile. Et donc, dans notre famille socialiste, on a 2 ONG avec lesquelles on travaille de manière structurelle. Solsoc du côté francophone et FOS du côté néerlandophone. Et donc, on a beaucoup d'actions tant en Belgique qu'en Colombie, qu'en Afrique de l'Ouest, qu'en Afrique centrale. Donc à part l'Indonésie, dans toutes les autres régions du monde, on a beaucoup de partenaires ou de pays en commun et de partenaires qui ne sont pas nécessairement en commun parce que nous, on travaille exclusivement en coopération syndicale. Donc nous, on travaille exclusivement avec des organisations syndicales, là où les 2 ONG travaillent aussi avec des mouvements sociaux autres, d'autres ONG, parfois aussi des organisations syndicales. Mais en tout cas, dans les pays dans lesquels on est présent, on est tous présents, on travaille évidemment en étroite collaboration pour s'assurer qu'on ait une bonne complémentarité par rapport aux points forts et aux spécificités de chacun. Et donc l'IFSI, c'est une équipe de 8 personnes. Et donc ce programme est actif dans 20 pays via 14 projets et qui couvre plus ou moins 70 partenaires potentiels. Je vais venir dans un instant sur le côté potentiel.
Si on fait un zoom sur l'Afrique de l'Ouest, donc là, vous avez les 10 pays d'Afrique francophone qui sont couverts par ce projet régional qui concerne les travailleurs migrants. Donc en fait, l'Afrique de l'Ouest est la zone la plus vivace hein, en termes de mobilité des travailleurs. Et donc l'ensemble de ces pays francophones sont autant des pays de départ, de transit ou d'accueil. Et donc l'idée dans tous ces différents pays, c'est de travailler avec l'ensemble des affiliés de la CSI Afrique pour s'assurer qu'il y ait une représentation syndicale de ces travailleurs migrants, pour s'assurer justement qu'il y ait moins d'impact négatif par rapport à la protection de leurs droits et de l'information sur leurs droits, et que ces travailleurs puissent être représentés syndicalement au même titre que n'importe quel autre travailleur. C'est une première manière aussi de sortir de l'informalité, de sortir de la précarité et de l'invisibilité, évidemment, dans laquelle la plupart de ces travailleurs et travailleuses, parce que ça concerne beaucoup de femmes aussi, dans ces situations-là. Et donc là, dans ces 10 pays, l'ensemble des affiliés, c'est plus ou moins 37 organisations affiliées à la CSI Afrique. Donc toute ancienne obédience confondue, on travaille avec tous ceux qui veulent travailler dans ces pays-là pour avancer sur la défense des droits des travailleurs et travailleuses migrantes. Si on reste en Afrique, le Maroc, comme je disais, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, là, mes camarades vont le faire, mais sachez juste qu'au Maroc, on est présent avec, pour l'instant, juste les métallos wallons, mais dans le prochain programme, c'est pour ça que j'ai déjà inséré, ce que je trouve intéressant, les 2 centrales métallos de la FGTB, donc ABVV Métal et la MWB, vont travailler ensemble maintenant au Maroc, dans le secteur de la métallurgie, fatalement, aéronautique, automobile, plus spécifiquement. Je trouve ça intéressant de le mentionner parce qu'au sein de notre famille FGTB, c'est la seule centrale professionnelle qui n'est plus unifiée. Et là, on voit un mouvement assez intéressant via la coopération de voir la BVV Métal rejoindre les métallos wallons au Maroc pour renforcer cette action. Au niveau de l'Afrique, on a aussi un projet en Côte d'Ivoire avec Orval. Ça, c'est un projet dans le secteur du cacao qui vise notamment, mais pas que, à réduire le travail infantile. Hein. Les plantations de cacao est un secteur dans lequel il y a énormément de travail des enfants. Et il y a même aussi beaucoup de trafic d'enfants, notamment entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un des axes justement de complémentarité avec Solsoc, qui eux sont plus présents avec un partenaire syndical justement dans le domaine du transport au Burkina. Et donc on essaye d'avoir comme ça des axes de complémentarité et de synergie. Et donc en Côte d'Ivoire, c'est autant au niveau des planteurs que de l'industrie de transformation de la fève de cacao que nous sommes actifs là avec Orval. Et on est aussi présent au Bénin avec l'IUE là, où donc en plus de cette approche régionale sur les travailleurs migrants, hein, on a aussi un axe d'unité d'action syndicale. Il faut savoir que l'Afrique francophone est malheureusement connue pour connaître un taux de prolifération syndicale assez élevé, avec le champion du monde qui est la RDC, où je vais venir dans un instant. Mais tous les pays d'Afrique francophone, tant au niveau sectoriel qu'interpro, il y a vraiment une prolifération syndicale et donc on essaye modestement de mettre un frein à cette prolifération syndicale. Et donc, par exemple, au Bénin, ça va aboutir dans le courant de l'année 2027, on espère, à une fusion de 3 organisations syndicales, dont 2 sont nos partenaires du programme actuel, qui, au bout d'années de discussion, se rendent compte effectivement que cette fragmentation les pénalise plus que les avantages, et donc ont opéré un mouvement comme ça d'unification, et notamment possible aussi par rapport à un axe d'éducation ouvrière qui est fort présent au Bénin, parce que évidemment si on veut faire un changement comme ça de comportement, de faire une fusion au niveau organisation syndicale, c'est pas juste des dirigeants qui doivent être d'accord sur le projet politique. Évidemment, il faut que ça suive au niveau des différentes bases et que tout le monde parle le même langage syndical pour comprendre pourquoi on a intérêt à avoir une organisation syndicale qui nous représente plutôt que 3, 4, 5, 6, 7 ou plus. Et on a un axe aussi assez fort sur la transformation de l'économie informelle au niveau du Bénin. Une question ? Oui.
Voilà, pour l'instant, qui vous achetez, par exemple, en parlant de la capture, Ouais. vous allez vous dire pour avoir les informations, là, on fait un point que vous contactez de tout. Mais quand je vois que c'est le Maroc, vous êtes parlé de côté de. Oui, oui, oui. Ouais, non, L'autorité de Maroc, mais voilà, c'est pas un programme. donc Sur lequel on est là, mais quand même, il trouve que c'est un point d'existence qui est quand même pas respect. Il faut voir ce qu'il y a actuellement, et sur l'autorité du Maroc, il ne voit pas pourquoi on le sait pas. tout à fait. Non, mais merci pour le. J'ai pas du tout fait attention. C'est effectivement le logiciel que j'ai utilisé pour marquer le Maroc, qui ne l'a pas inclus de facto. Et moi-même, j'ai pas eu le réflexe d'aller l'inclure. Donc mes excuses. C'était pas l'idée d'offenser ou de prendre moi-même une position. C'est juste le logiciel qui a travaillé et que moi j'ai pas eu la critique d'aller regarder comment il avait opéré le truc, quoi. Ça va? En Afrique centrale, on est plus présent au Rwanda de par des difficultés, on va dire, géopolitiques entre la Belgique et le Rwanda, mais on est encore présent au Kenya et en RDC. En RDC, c'est avec la CGSP, où on a un énorme volet justement d'éducation ouvrière, là aussi où on lutte, comme je le disais, contre la prolifération syndicale. Donc avec un focus évidemment très important dans tout ce qui est service public, mais pas que. Mais bon, dans un pays comme la RDC, l'État reste le premier employeur du pays, et donc pour nous c'est un axe très important de faire un focus dans les services publics, donc tout ce qui est enseignement, santé, judiciaire aussi, la presse. Mais on a aussi un focus avec la Centrale Générale dans le secteur minier, donc plutôt à l'est de la RDC. Là, le volet de la CGSP concerne l'entièreté du pays. Le focus mine, c'est plutôt concentré à l'est, et autant sur le secteur minier dit industriel, organisé, que le secteur plutôt informel et artisanal. Au Kenya, on est avec l'UBT présent et la FGTB fédérale en tant que tel. La FGTB fédérale, c'est de nouveau cet axe d'éducation ouvrière. Vous avez repéré, on a un axe fort d'éducation ouvrière au Kenya, en RDC, au Bénin, en Côte d'Ivoire aussi dans une certaine mesure. Et donc avec l'UBT, c'est dans les dockers du port de Mombasa, dans lequel on est actif et on essaie de renforcer la syndicalisation. Et avec l'Interpro au Kenya, on est actif dans plusieurs secteurs, mais notamment tous des secteurs plutôt agricoles, de plantation, qui est un secteur très fort au Kenya, et avec des liens forts aussi justement avec le commerce en Belgique, notamment le commerce des fleurs, qui transite par la Hollande, mais qui atteint nos marchés à nous aussi. Et comme ça nous donne aussi d'autres sons de cloche du monde du travail, d'avoir aussi dans le monde des plantations et des travailleuses domestiques. C'est assez intéressant pour nous. Au niveau de l'Amérique latine et centrale, donc dans le prochain programme, on sera juste en Honduras, au Panama et en Équateur, dans ce volet régional. Donc on a laissé tomber le Guatemala pour le prochain programme. Et là, ce volet-là, donc c'est la FGTB fédérale qui le mène directement, avec un gros focus sur les jeunes FGTB fédérale, avec évidemment les jeunes FGTB qui sont fortement impliqués aussi dans les relations qu'on a avec ces différents pays, avec la CSA, donc la Confédération syndicale des Amériques, où là on travaille donc avec 7 affiliés dans 3 différents pays. Et puis un axe fort en Colombie, où là il y a FOS et Solsoc qui sont également présents. Et là on a deux interventions principales, une première avec la Centrale Générale qui est dans le secteur pétrolier, une des premières ressources de financement qui n'est pas aussi flagrante que pour le Venezuela, mais qui est vraiment structurante pour l'État colombien, donc c'est le pétrole. Et en même temps, c'est avec cette centrale qui s'appelle la OUSO, où on fait un super travail aussi de la protection des droits. La Colombie fait toujours partie du top 3
des pays dans lesquels les défenseurs des droits sont le plus assassinés, hein, que ce soit les droits humains, les droits syndicaux, les droits environnementaux. C'est un pays où malheureusement il est très dangereux d'être syndicaliste. Donc au niveau de la OUSO, mais aussi au niveau de l'Interpro de la COUT, on fait un énorme travail de défense des droits, mais aussi avec un focus très particulier sur les violences faites aux femmes dans ce contexte d'extrême violence. Et ce qui est intéressant aussi avec la OUSO, c'est qu'il y a, donc c'est le syndicat de l'entreprise et d'État, si vous voulez, du pétrole, mais c'est eux qui sont vraiment à la pointe en termes de réflexion sur la transition juste pour voir comment se débarrasser, comment passer l'étape d'un monde sans pétrole, alors qu'eux-mêmes sont uniquement liés à ce secteur-là. Donc on a vraiment des échanges très intéressants avec eux sur ces questions-là. Au niveau de la Colombie et au niveau de l'Indonésie, là aussi on a un double projet, un avec le 7K dans le secteur de textile, hein, de l'habillement. Et c'est intéressant parce que c'est absolument pas la frontière syndicale en Belgique du 7K de s'occuper des fabriques de textiles, hein. Ils sont plutôt en bout de chaîne dans les magasins de vente, mais c'est ça qui est intéressant justement quand on s'intéresse aux chaînes de production en parfaite discussion et intelligence avec la centrale générale. Ben, le 7K a un projet qui vise à mieux organiser les travailleuses de ce secteur textile en Indonésie, pour lequel un des principaux enjeux, c'est tout ce qui est santé et sécurité au travail. On va bientôt célébrer ou commémorer plutôt le 24 avril, donc vendredi prochain, l'accident du Rana Plaza qui n'avait pas eu lieu en Indonésie, mais qui symbolise vraiment tous les enjeux des conditions de travail dans ce secteur textile en Asie de manière générale. Et alors évidemment, on est aussi actif en Belgique, avant de laisser la parole aux camarades. Donc en Belgique, on travaille avec l'ensemble des centrales et des interrégionales, où on essaie justement d'accroître cette sensibilisation, cette conscientisation sur la solidarité syndicale internationale auprès des affiliés de la FGTB, mais aussi auprès des preneurs de décision, hein, des centrales, des interrégionales et autres, pour qu'ils soient toujours aussi en capacité, lors de négociations qui touchent l'international, d'être correctement informés ou avec un peu plus d'informations, en tout cas sur les réalités dans les différents pays ou secteurs dans lesquels nous, on peut apporter une expertise. Mais c'est aussi un travail d'incidence politique que l'on fait avec les spécialistes dans le domaine de la coopération, hein, notamment les coupoles des organisations de la société civile telles que le CNCD ou Elvelvelf pour le côté néerlandophone, où on essaye aussi là de relayer les réalités des partenaires, les réalités du monde du travail au niveau international, pour qu'il y ait des politiques au niveau belge qui prennent aussi plus en compte ces différentes réalités lorsque la Belgique elle-même siège dans des enceintes internationales ou quand la Belgique doit voter un budget X ou Y qui a un impact direct sur la partie internationale. Je ne vais pas rentrer ici en détail, mais c'est différentes plateformes de la société civile dans lesquelles on représente la FGTB par rapport à ces dimensions de coopération, de solidarité et internationale. Ah oui. Mais je suis. Non, pardon, je pensais qu'on me demandait. J'ai bientôt fini. Excusez-moi. Il reste 2 slides. Excusez-moi. Non, désolé. On essaye. On mène aussi pas vraiment des campagnes, mais on essaye, dans la sensibilisation, on essaye d'utiliser un maximum d'outils qui sont à notre disposition, comme ce genre d'opportunité aujourd'hui. C'est une énorme opportunité pour nous de sensibiliser sur les enjeux internationaux. On organise des journées qui sont plus spécifiques. Là, c'est une journée sur les réalités en Amérique latine. Là, c'est sur un festival sur les travailleurs migrants en Amérique latine aussi. On a aussi développé une expo qui retrace un peu, qui a vraiment l'ambition là de s'attaquer ou de s'intéresser plutôt aux mémoires syndicales africaines. Hein, on sait que l'histoire sociale, c'est quelque chose qui est très peu enseigné dans nos écoles,
alors c'est la même chose et non, c'est la même réalité au niveau de l'Afrique. Et nous-mêmes, les connaissances qu'on a des mouvements sociaux d'Afrique sont fortement stéréotypées. Et donc cette expo a notamment l'ambition de retracer un peu les petites histoires personnelles d'anciens dirigeants syndicaux sur le continent africain et de la mêler à la grande histoire des luttes pour les indépendances et aux luttes actuelles par rapport aux enjeux du monde du travail et aux réalités du monde du mouvement syndical en Afrique. On a une expo qui fonctionne assez bien. On a aussi fait une campagne sur la protection sociale, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui pour nous est un droit et pas un privilège, même si les chiffres au niveau international nous disent le contraire. Justement, on doit se mobiliser pour que cette réalité de protection sociale soit une réalité partout dans le monde. On a une campagne qu'on développe avec FOSS et Solsoc à l'heure actuelle et qui tourne beaucoup pour le moment, qui est sur la transition juste. Et donc là, chacune des organisations a choisi 1 ou 2 exemples parmi ses partenaires qui illustrent, selon nous, la transition juste. Donc moi, comme je voulais laisser sous-entendre, c'est le cas de la Colombie, de ce secteur pétrolier qui s'interroge énormément et qui est vraiment en première ligne dans cet agenda de transformation sociale et économique. Et on participe à toute une série d'actions. Donc là, justement, j'ai mis à l'honneur la commémoration du Rana Plaza, comme je l'ai dit, qui va avoir lieu vendredi prochain. Si vous faites rien sur le temps de midi vendredi prochain, vous êtes évidemment invité à participer à cette mobilisation par rapport aux travailleuses du secteur textile en Asie. Voilà. En fait, contre la criminalisation, je vous ai mis 1 ou 2 photos pour venir un peu compléter. Il y a aussi une action pour l'instant, on l'a réalisée qu'une seule fois. C'est qu'on a travaillé avec un auteur colombien qui a écrit un livre sur un cas emblématique, selon nous, justement, de violence exercée par rapport aux femmes dans le contexte colombien. Et donc, cette personne a écrit un livre sur Dibet Cantana qui raconte son histoire à elle en tant que femme syndicale, leader syndical au sein de l'AUSO, donc ce syndicat qui est actif dans le secteur pétrolier, qui vit sous protection policière depuis plus de 5 ans. Voilà, ce vecteur du livre, c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore testé jusqu'à présent. Et Dibet était présent d'ailleurs au 1er mai de la FGTB Bruxelles il y a 2 ans, je pense. Ce livre est en train d'être traduit maintenant en français. Et donc, vous en entendrez, j'espère, parler dans le courant du dernier trimestre de cette année. Et puis, on a aussi des actions plus d'incidence politique, comme je disais, donc soit via le travail direct des coupoles ou de la société civile organisée en Belgique, CNCD, Elvelvest, mais d'autres acteurs qui, eux, sont vraiment les spécialistes, on va dire, du plaidoyer dans ce domaine de compétences-là. Mais nous-mêmes aussi, on essaye, quand c'est pertinent, quand on a des partenaires qui sont présents en Belgique, comme ça va être le cas lors du congrès de la FGTB en juin, on va avoir toute une série de partenaires présents, mais on essaye aussi d'organiser une série de rencontres politiques pour que justement nos représentants, les parlementaires, soient aussi un peu mieux conscients des enjeux du monde du travail à l'international, parce que pour ceux qui ne le savent pas, les parlementaires sont eux-mêmes aussi organisés en réseau international, je ne sais plus comment ça s'appelle, Fédération des parlementaires internationaux, je pense. Et donc là, ici, c'était une rencontre au Parlement avec, ils appellent ça les Amis du Bénin. Donc en fait, c'est donc nos représentants belges qui siègent avec une série de parlementaires béninois et ont pas mal d'échanges en la matière. Et donc on les a fait rencontrer évidemment nos partenaires syndicaux, parce qu'évidemment, dans leurs échanges entre parlementaires, la question sociale, syndicale n'est pas toujours abordés par les acteurs de premier plan que sont les organisations syndicales. Donc on leur fournit aussi une série d'informations pour qu'ils puissent faire mieux leur travail de parlementaire, on espère, après ce genre de rencontres. Et maintenant, j'ai vraiment fini. Donc merci pour votre attention.